Et bien sûr, lorsque les espèces se diversifient, leur mode de vie, leur morphologie, leur physiologie devient de plus en plus complexe. C'est ce qui va avancer par le système de la complexification et qui est surtout, il va avancer la complexification croissante. Pourquoi croissante? Parce qu'il ne vient pas d'un seul coup, d'une génération à une autre. Donc, des êtres vivants sous l'effet des circonstances variées auxquelles elles sont confrontées. C'est-à-dire, les espèces ne vont pas se diversifier comme ça, mais les espèces vont se diversifier et deviennent de plus en plus complexes parce qu'ils ont été conditionnés par les circonstances du milieu. Il y a des inondations, il y aura des dégâts. Dans les animaux, dans les végétaux, dans les humains, etc., etc. Il y a des incendies, ce sont des circonstances naturelles. Donc, les incendies vont ravager un peu des forêts. Donc, en particulier, ils vont ravager ce qu'on appelle les ressources rares, la nourriture et autres. Donc, automatiquement, s'il y a des circonstances qui sont mauvaises, les espèces doivent s'adapter. Ils doivent modifier leur comportement. Ils doivent modifier leurs organes. Et s'il y a des incendies, il y a peu de forêts, donc il y a peu de nourriture. Donc, l'espèce doit s'adapter pendant un certain moment à manger peu. Ce qu'on appelle, voilà l'exemple de Amjoua qui a passé au Maroc. Donc, pendant des générations, ils s'y sont adaptés dans leur milieu naturel à faire des réserves de nourriture, des réserves pour l'hiver et le temps, parce qu'il fait très froid, parce que les routes sont coupées, parce qu'on ne peut pas accéder à la nourriture facilement, et en même temps, il faut un peu la rationaliser, j'utilise le terme rationaliser, c'est-à-dire il faut faire des rations pour essayer de vivre le plus longtemps possible en modifiant les organes. Donc, toutes ces modifications, on va essayer de modifier les organes pour répondre, bien évidemment, aux besoins. Donc, automatiquement, ces différentes espèces-là qui vont vivre dans un milieu naturel se trouvent dans l'obligation de transformer leurs organes fonctionnellement pour accéder à la nourriture. C'est ce qu'on appelle l'usage et le non-usagé. C'est-à-dire, je vais utiliser un organe, cet organe veut se développer le mieux. Un organe que je ne vais pas utiliser ou bien j'en aurai pas besoin, il va rester soit en repos ou bien dans une paresse. Il devient un peu paresseux. Je ne vais pas l'utiliser. Et il y a le deuxième principe, c'est la complexification croissante. Elle est croissante avec les générations de l'organisation des êtres vivants sous l'effet de la dynamique interne, propre aux êtres vivants, propre à leur métabolisme, propre à leur mode de vie au sein de l'écosystème. Donc, Jean-Baptiste Lamarck, il va avancer l'idée du transformisme contradictoirement aux idées fixistes de l'époque. Donc, c'est déjà une révolution scientifique, qui n'est pas, et toute révolution scientifique généralement, elle n'est pas facilement acceptable, et là des débats, et là, etc., etc. Il ne fait donc que reprendre les idées transformistes qui sont déjà avancées depuis Aristote. Depuis Aristote, ils sont déjà avancés. Alors, pour Charles Darwin et son ouvrage « L'origine des espèces »,
des observations détaillées sur le mécanisme de la sélection naturelle, lui, il va avancer la sélection naturelle, celle qui n'a pas été dite par Jean-Baptiste Lamarck, pour expliquer ces observations. C'est-à-dire ce besoin crée l'organe, etc., etc. Pour lui, c'est la sélection naturelle. Cette théorie entraîne ce qu'elle appelle la descendance avec modification. C'est-à-dire, il est en train d'approuver l'idée transformiste avancée déjà par Jean-Baptiste Lamarck, mais avec sa vision particulière des espèces, des différentes espèces. Donc, on a modification, et c'est-à-dire descendance, c'est-à-dire automatiquement une transmission. Lorsque je parle de la descendance, c'est la transmission. La transmission de quoi? La transmission des caractères acquis. Pour Darwin, donc automatiquement, seuls les descendants des individus les mieux adaptés à la lutte pour la vie, c'est-à-dire les descendants, c'est-à-dire les plus forts. Parce que dans la vie, pour s'approprier des ressources rares, il faut être un peu plus fort, parce qu'on est dans un écosystème plus ou moins fermé, c'est-à-dire la compétition. Il avance ce qu'on appelle la compétition pour l'appropriation de ces ressources, et une fois il y aura la compétition pour l'appropriation, donc ils parviendront à engendrer une descendance de plus en plus compétitive, même dans la descendance, parce qu'il va transférer automatiquement ces caractères à la génération à venir. Les individus ainsi sélectionnés, donc des petites sélections, l'exemple que j'ai entamé tout à l'heure, c'est ainsi que vont transmettre leur caractère à leur descendance. Ainsi de suite. Chaque génération va transmettre les bons caractères, les caractères les plus dominants à la génération future, et les autres vont être éliminés partiellement ou totalement. Avec les générations, d'autres caractères qui vont disparaître complètement et d'autres caractères qui vont être les plus dominants, et toujours selon le milieu naturel. Toujours selon les conditions du milieu naturel. Et, donc, pour Charles Darwin, la théorie, elle explique grosso modo la transmission des caractères acquis. La redécouverte des lois de génétique de Mendel à la fin du XIXe siècle va automatiquement bouleverser la compréhension de ces mécanismes de l'hérédité et donne naissance à la génétique des populations. L'hérédité, la génétique des populations, les Chinois, ils ne ressemblent pas à nous. Nous, on ne ressemble pas aux Latinos. Les Latinos ne ressemblent pas aux Européens, aux Scandinaves, etc. Parce qu'on ne vit pas dans le même milieu. On n'a pas les mêmes conditions. On ne vit pas dans de point de vue climatique, un climat auquel on peut s'adapter facilement. Les Scandinaves ne peuvent pas vivre facilement dans des températures qui dépassent les 40 degrés. Ils vont souffrir. Et vice-versa. Donc, on a l'hérédité. Et par la suite, il y a bien sûr la redécouverte de l'ADN moléculaire. Au cours des années 40 du siècle précédent, la théorie synthétique de l'évolution qui a été avancée par Dobzhansky et Ernest Mayr naît de l'articulation à la fois de la théorie de la sélection naturelle avancée déjà par Charles Darwin et celle avancée par Mendel.
c'est-à-dire celle de la génétique, et qui a donné. Donc la découverte de l'ADN, de la biologie, vient tout simplement de parachever, de faire un peu la finition, en confirmant toujours les idées de l'évolution. Bien sûr, les populations, les ADN se ressemblent au sein des mêmes familles. Même pour chez nous, de cet édifice, parachever cet édifice scientifique. Alors, maintenant, je vais essayer d'entamer le principe de gradualisme ou bien des équilibres ponctués. Alors, ce principe des équilibres ponctués, avec le développement de la science, donc c'est tout simplement les paléontologues Stephen Jay Gould et Hilbert, ils postulent que l'évolution comprend de longues périodes d'équilibre. On vit dans un écosystème, on est en équilibre. On mange bien, on boit bien, on dort bien. On travaille, etc. On fait toutes les choses qui sont en relation avec un milieu naturel. Selon le milieu, je le dis toujours, selon le milieu naturel. Donc, ces périodes d'équilibre sont très lentes, ou bien quasi-équilibre, ponctuées, et de brèves périodes de changement comme la spéciation. Et surtout ces brèves périodes de changement, ce sont ces périodes qui ont été tout simplement et avancées par Charles Darwin, par Jean-Baptiste Lamarck et par d'autres, par des circonstances au sein du milieu naturel. Bien sûr, on vit, on est calme, on vit bien, on mange bien, on dort bien, et parfois il y a des catastrophes naturelles. Il y a un tsunami, par exemple. Il y a un volcanisme, les gens d'Etna, ils sont habitués, ils commencent à s'y adapter. Les Japonais, ils s'adaptent au séisme. Les gens de Sidi Ifni, au Maroc, ils s'adaptent aux inondations et d'Augana. Parce qu'ils ont des terrains argileux, ils ont des inondations de temps en temps, ils commencent à étudier, à s'adapter plutôt aux différentes catastrophes qui sont saisonnières. Les gens de Hoshima, au contraire, ils ne sont pas conditionnés par, ils ne commencent pas à s'habituer aux inondations, ils ne s'intéressent même pas. Mais ils s'adaptent aux différents séismes, aux différentes secousses sismiques qui parviennent de temps en temps. Ils commencent à s'habituer, à s'adapter. De temps en temps, il y aura des secousses sismiques, il y avait des secousses sismiques, il y aura des tremblements de terre parce qu'il y a des failles qui sont actives au niveau de la mer d'Alboran. La mer d'Alboran, c'est un peu la Méditerranée du côté Nadog, Hoshima, etc., et jusqu'à la péninsule ibérique. Ce qu'on appelle la spéciation, ou bien les extinctions des espèces. Elle décrit l'évolution de la vie sur Terre sur un modèle qui accorde un peu le darwinisme avec l'hiatus fossilifère. L'hiatus fossilifère, c'est lorsqu'on trouve un petit peu des discontinuités au sein des couches géologiques. On trouve beaucoup d'ossements ou beaucoup de squelettes, beaucoup de fossiles sur une même barre. Donc, automatiquement, il faut avoir une explication. Comment ces espèces se sont rassemblées au sein d'une même couche. Au sein d'une même couche, c'est-à-dire au sein du même âge. C'est le timing, donc le même temps, etc. Et ce n'est pas par hasard qu'ils sont exterminés en même temps. Alors que dans d'autres couches, on trouve voilà, c'est l'exemple le plus. On a assez de morts pendant la coronavirus. Pendant cette période de crise mondiale, on assiste à beaucoup de morts que la Terre n'a pas vécues pendant 2018, pendant 2017, pendant 2019. Donc, c'est une année qui est exceptionnelle. On a beaucoup de tombes, malheureusement.
Donc automatiquement, l'année 2020, c'est une année qui est exceptionnelle, qu'on l'accepte. C'est parce que les circonstances, c'est parce que les conditions de notre milieu naturel au sein de la planète Terre a connu, ce sont des circonstances qui sont mauvaises, et actuellement, on commence à s'adapter, à s'y adapter. L'exemple le plus simple, je suis en train de donner un cours à distance pendant cette période, alors que l'amphithéâtre, il était archi-comble à maintes reprises pendant les années précédentes. Donc, on s'y adapte à un milieu de vie, à un mode de vie, etc. Ce sont des conditions, et ce sont ces hiatus, qu'on espère que ce sont des hiatus qui seront courts, et que cette période de crise va passer le plus vite possible, pour revenir à ce qu'a dit Stéphane, à de longues périodes d'équilibre. On sera ensemble dans les amphithéâtres, dans les usines, dans nos champs de culture, etc., etc., dans les terrains de football avec le public, etc., etc., et on aura une longue période d'équilibre. Alors, pour l'idée, automatiquement, on parle, pour Stephen Jay Gould, il approuve ce qui a été avancé déjà par Charles Darwin, il commence sous forme d'un arbre généalogique, avec toujours un être vivant, avec un très grand point d'interrogation. Il commence à voilà, les eubactéries, les archéobactéries, les eucaryotes. Bien sûr, les eucaryotes, déjà à partir de cette divulgation un peu de cet arbre généalogique, on peut avoir les ciliés, les champignons, les animaux, les amibes, etc., les plantes. Vous voyez, les plantes, toutes les plantes qui existent sur la planète Terre, ce n'est qu'une petite branche de notre arbre généalogique. Parce que tout simplement la diversité et le nombre d'espèces complexes qui sont en train de cohabiter au sein de cet écosystème qui est favorable, parce qu'on est sur la planète Terre, il y a de la nourriture, il y a un climat qui est favorable, il y a de l'oxygène, bien sûr il y a d'autres qui utilisent le gaz carbonique, etc., etc. Pour vivre, nous on utilise l'oxygène, la photosynthèse et surtout notre couche d'ozone qui est en train de nous protéger. Il faut considérer que l'évolution, quand s'effectue, on part de brusques sursauts. Ce sont des sursauts évolutifs suivis de périodes de stase. C'est-à-dire, le sursaut évolutif, c'est le sursaut évolutif qu'on est en train de vivre maintenant. L'exemple que j'ai donné de la coronavirus. Donc, automatiquement, on est en train automatiquement de vivre un sursaut qui est évolutif. On doit s'y adapter et évoluer selon les conditions de vie actuelles. Et des périodes de stase, c'est-à-dire des périodes de calme, etc. On se calme, etc. C'est de l'équilibre, etc. Sans fournir beaucoup d'efforts, plus ou moins longs, durant laquelle il ne se passe rien. Généralement, dans les périodes de stase, lorsqu'on ne fournit pas beaucoup d'efforts, on ne produit pas beaucoup. L'exemple, il y a la diminution de la production du pétrole à l'échelle mondiale. Là, ce sont des conséquences, pas des conséquences économiques, ce sont des conséquences du milieu naturel. On n'utilise pas, c'est normal, on n'utilise pas beaucoup de carburant, on n'utilise pas beaucoup de voitures, on n'utilise pas beaucoup, on était confiné pendant une grande période, donc automatiquement on ne va pas produire beaucoup de pétrole. Si on ne va pas produire beaucoup de pétrole, donc automatiquement la production de ces ressources va diminuer, c'est-à-dire on va vivre pendant une grande période, dans des périodes de stase. On a vu les jardins qui ont bien fleuri pendant la période de confinement. On a vu des animaux qui circulaient dans les rues,
dans les grands boulevards des grandes métropoles. C'est un changement de vie. Parce que les animaux sont simplement, ils commencent à penser, ah voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Même les visiteurs des forêts, etc., ils les ont abandonnés. Où sont passés les gens? Où sont passés les humains? Pourquoi les humains se cachent-ils? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur notre planète Terre. Et parce qu'il y a des animaux qui vivent aux dépens des humains. Et qu'il y a des animaux, à partir de leurs ressources rares, ils vivent à partir des humains. Et les humains, ils vivent à partir des animaux. On a besoin de la viande. On a besoin des poissons. C'est tout un cycle. En termes d'activité et d'émergence des espèces et en termes d'extinction des espèces. Le sursaut évolutif le plus spectaculaire a été observé ou bien découvert pendant l'époque du Cambrien. L'époque du Cambrien, bien sûr, les premiers êtres vivants ont apparu sur notre planète Terre. Il y avait des cyanophycées, c'est des algues bleues, il y avait des bactéries, etc. Il y a plus de 3 milliards d'années. Certaines découvertes ont été effectuées en Australie. Et ce n'est qu'au Cambrien, vers les 570 millions d'années, etc., ce n'est que le Cambrien qu'il y a ce qu'on appelle l'explosion de la biodiversité. L'explosion de la biodiversité, c'est-à-dire au cours du Cambrien, c'est là où il y a beaucoup d'espèces qui ont apparu sur notre planète Terre. Que ce soit dans le milieu marin, que ce soit dans le milieu continental. Lorsque je parle d'un milieu naturel, il y a le milieu marin, il y a le milieu continental. Il y a 500 millions d'années, la prolifération de nouvelles espèces ou de nouvelles familles et de nouvelles classes ont été distinguées. Il y a une très belle revue, La vie est belle, qui a été écrite par Stephen Jay Gould, l'Américain. Alors, si l'on s'intéresse à une espèce en particulier, on voit automatiquement des sursauts évolutifs qui sont très importants, d'une part, mais qui sont très courts de point de vue âge. Là, ces sursauts évolutifs, donc automatiquement, c'est là où les circonstances momentanées vont apparaître sur le milieu naturel. Et c'est là que des espèces vont disparaître. Et après ça, que d'autres espèces vont réapparaître. C'est là que certaines espèces, il y aura extinction de certaines espèces. Et d'autres espèces qui vont apparaître. Alors que les périodes de stase et de calme sont un peu très longues au cours des temps géologiques. Donc automatiquement, ces périodes qui sont très larges et au cours des temps géologiques ce sont là où les conditions ou l'appropriation des ressources rares est la plus importante. Et c'est ces périodes d'extinction pendant laquelle ce sont les espèces les mieux appropriées à une vie stable qui vont continuer et qui vont donner des générations qui vont s'adapter. Grosso modo, les principes d'évolution, ils se basent toujours tout d'abord sur une classification classique, celle que j'ai entamée pendant la première et la deuxième partie, où il y a le règne animal, il y a le règne végétal, alors il y a les animaux, il y a les végétaux. Il y a le règne des
bactéries, des prokaryotes unicellulaires, mais dépourvus d'un noyau. Il y a le règne, par exemple, des protides, des eucaryotes qui sont unicellulaires. Il y a le règne des champignons. Et ce règne des champignons, bien sûr, qui vivent un peu, voilà, ils se décomposent, ils sont hétérotrophes, ils peuvent vivre en parasitisme, mais aux dépens d'autres espèces au sein d'un milieu naturel. On va détailler ça dans les chapitres suivants. Donc, automatiquement, sous forme d'une pyramide, où la base de tout, c'est le monde vivant. Le bâti, c'est le monde vivant, qui comprend un domaine, un règne dans lequel règne soit le règne animal, le règne végétal, etc. Et on va le subdiviser sous forme d'embranchements, de classes, d'ordres, familles, genres, espèces. Et puis il y a des intermédiaires. Il y a le superordre, il y a la sous-espèce et autres. Automatiquement, les espèces vont, comme j'ai défini au début du premier chapitre, une espèce biologique, c'est lorsque ces êtres-là peuvent donner, après la reproduction, des descendants. Ils doivent être féconds tout d'abord pour donner, après la reproduction, des descendants. Et ces descendants sont aussi féconds, c'est-à-dire fertiles.